Salut à tous les amis, c'est Jimmy. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire une petite vidéo FAQ. On se retrouve avec notre cher compatriote et caméraman en herbe. Guillaume, salut. Il a été demandé sur la chaîne. Donc ces 2-3 dernières vidéos, tu n'étais pas derrière J'étais pas là, j'étais pas présent. Donc les gens, j'ai vu sur quelques commentaires où ils ont réclamé ta présence. On s'était habitué à Guigui, c'est quand il revient. Donc voilà, il est là les amis pour une vidéo très importante. Ça a fait à peu près presque un an que j'ai fait l'ancienne vidéo, la vidéo qui a le plus marché sur la chaîne, donc qui doit être à l'heure d'aujourd'hui à 15 000 vues. Donc c'était une vidéo FAQ partie 1. Donc on l'avait fait en juillet de l'année dernière. Aujourd'hui on est en mai, fin début juin, donc quasiment un an après, et on fait la FAQ partie 2 les amis. Donc voilà, on a sélectionné 5-6 questions, les questions qui me sont le plus demandées, les questions qui reviennent le plus souvent, et on va répondre à tout ça les amis. Première question Guillaume, dis-moi tout. Donc, question évidente dans l'automobile, quel moteur on évite, quel type de voiture on évite? C'est quoi qui est dangereux, qui est pas intéressant? Alors, les moteurs à éviter, que moi déjà j'évite, c'est 1 litre de PureTech les amis, tout le monde le sait, mais ça fait pas de mal de le redire une fois de plus. 1 litre de PureTech, pourquoi? Parce que c'est les distries qui baignent dans l'huile. Du coup, pour vous faire rapide, les distries, elles se désagrègent, elles tombent dans le carter d'huile en bas. En fait, dans le carter, après, vous avez une crépine avec la pompe à huile, donc qui sert à faire remonter l'huile et qui fait circuler l'huile dans le moteur. Le problème, c'est que ces petits bouts de caoutchouc, des fois, passent dans la crépine, tabassent la pompe à huile, enfin voilà quoi, abîme la pompe à huile, abîme le moteur et voilà, risque de casse moteur quoi. Ouais, c'est dangereux. C'est pas fait pour. L'huile, ça doit être. Les amis, je vous disais, désolé, petit cut de la vidéo parce qu'on a reçu un appel entre temps. Maintenant, on est en mode avion, on est tranquille. Donc, même bien respecter les temps de vidange, voilà, de changement d'huile et tout ça, c'est important parce que là, je suis tombé sur une vidéo où la personne, ça faisait 5 ans qu'elle n'avait pas fait de sa vidange de l'huile. À la fin, ça devient en fait, si vous voulez, il y a une viscosité au niveau de l'huile et à la fin, ben, quand vous faites, au bout d'un moment, ça fait une pâte, quoi, une espèce de pâte à joint, une pâte, quoi. Ça fait des grumeaux comme une pâte à crêpes. Et du coup, ben, ça, du coup, pour la fluidité du circuit, c'est pas du tout bon et ça peut Mais même entre-temps, abîmer votre moteur. Les restrictions, ils les ont raccourcies. Par exemple, sur les litres de PureTech, ouais. Voilà, ouais, les temps de vidange, ils sont à faire plus avant même les changements de distribution et tout. Suivez pas ce qui est marqué dans votre carnet, renseignez-vous parce qu'entre-temps, il y a eu des mises à jour. Voilà, exactement. Donc 1 litre de PureTech, voilà. Pourquoi à éviter les THP, THPAN. THPAN. Nous, en vrai, pour l'instant, on croise les doigts. On n'a pas eu beaucoup de THP, on n'a pas eu beaucoup de soucis. Ouais, des petits mais joints de culasse, à éviter quoi. À éviter, voilà. C'est réputé pour être des moteurs pas très fiables avec des problèmes. Qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais, Après, moi, je vous dis ça aussi parce que, pardon, d'une part, ces moteurs pas très fiables. Et de seconde part, c'est que c'est invendable. C'est-à-dire que les gens là, un litre de PureTech et tout, même des gens qui connaissent rien à l'automobile, que ce soit des femmes ou autres, elles sont au courant quoi, avec toutes les vidéos qui tournent. Donc voilà, THP c'est pareil, c'est dur à vendre. Nous on en a une là, on galère à la vente sur une DS3. Donc ça c'est les voitures que je conseille d'éviter déjà en termes de problèmes et que c'est dur à vendre. Donc du coup pas intéressant pour le business. Tu rajouterais quoi toi? VTI, on m'a toujours dit ça à éviter, nous on n'a jamais eu de gros problèmes. En fait, le THP, c'est le VTI sans turbo. Quoi. Après, il y a beaucoup de gens qui disent les 1,3 litre diesel, des Fiat 500 et tout. En vrai, ça va. Si on fait bien les entretiens. Ouais, les JTD là? Non, pas les. Ah, les Fiat 500 diesel, oui, c'est ça. Ouais, après, il y a des JTD, il y a de tout. Ils l'ont mis partout ce moteur. Mais il y a aussi un truc qui est chiant, c'est tout ce qui est 1,3 litre 1,6 litre HDI. Tu sais, les boîtes, on a eu plein de problèmes avec des Citroën, des C3, on en a les deux là, les deux utilitaires là. Ouais. Mais bon, après, on va pas mettre toutes les voitures parce que si moi je peux te citer des défauts sur toutes les voitures. Oui, après, il y a quoi? Il y a les BM. On dit vraiment, non mais voilà, on dit vraiment les trucs vraiment à éviter. Bon, après, les BM moteurs N47, M47, tout ça, avec les chaînes de distri qui pètent. Mais après, ça c'est toujours pareil. Si la chaîne elle a été changée, que ça a été fait, il n'y a pas de souci en fait. Les mini aussi, j'aime pas les mini. Tout le temps des merdes, les mini. Ouais, les mini, c'est vrai que c'est réputé pour pas être très fiable. Mais en gros, si vraiment vous devez en éviter le plus possible, qui sont galères à vendre, 1 litre de PureTech, les THP, ça vraiment, voilà, c'est les deux à éviter. Et si je rajoute un petit troisième, après des fois les TCE, ils disent, non, on n'en fait pas beaucoup, mais TCE, non, là, ça les va, TCE. Après, il faut différencier. THP, 1 litre de... Il faut différencier galère à vendre et pas fiable. Une Fiat 500, ça va pas être galère à vendre. Voilà, c'est ça. Bon, ben, retenez 1 litre de PureTech. À éviter chaîne courroie de district. Ça, c'est galère à vendre. Ça, c'est galère à vendre et c'est pas fiable. Et les THP, pareil. Voilà. Évitez ces deux-là, ce sera déjà très bien.
Question suivante. Alors, quand est-ce qu'on passe en pro? À quel moment? Quand on vend? À quelle fréquence? Alors, en fait, moi, je pensais là, j'ai eu pas mal de coaching à ce niveau-là et tout, parce que les gens me posent souvent cette question. Et en fait, je pensais que c'était plus au niveau du volume, mais je dirais que c'est plus au niveau du travail, en fait. Si vous êtes, si vous pouvez vous consacrer à ce travail à 100%, même à 200%, passez en pro. Par contre, si vous avez déjà un travail à côté, que vous faites une activité saisonnière, un CDI, un CDD, que vous avez déjà une activité autre en tant que salarié, que vous ne pouvez pas y consacrer 100% de votre temps, je pense que c'est bien de le garder en complément d'activité. Et quand on dit passer en pro, tu penses quoi? Auto-entrepreneur ou direct société? Ça, c'est la question suivante, non? Ou pas? Ça introduit la question suivante. Introduit, mais attends, on n'a pas fini. Qu'est-ce que tu penses de ce que je t'ai dit là? Moi je pense qu'on peut être pro, mais ça va être dur à gérer. À un moment, vous allez pas pouvoir gérer les deux. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, pour être pro, comme le nom dit, on est professionnel. Donc, comme dans le football, comme dans tout, quand vous êtes professionnel dans un domaine, c'est quelque chose où vous vous consacrez corps et âme. C'est-à-dire qu'un pro du foot, voilà, il n'est pas mécano à côté, il n'est pas pisciniste à côté, il mange foot, il dort foot, il s'entraîne foot, il s'alimente foot. Voilà, il fait attention à son alimentation, sa prépa physique, son sommeil, tout ça. Mais moi, je pense que dans quoi que vous fassiez dans la vie, si vous n'êtes pas à 200% dans le truc, vous ne pouvez pas être considéré comme un pro. C'est-à-dire que nous, on dort voiture, on mange voiture, on fait ça toute la journée. Donc voilà, à ce moment-là, vous êtes professionnel. Donc vraiment, quand vous êtes à 100% dans le truc, après, vous pouvez passer en pro, mais ce sera plus un complément d'activité. Vous ne serez pas réellement un pro à 100%, quoi. Parce que même si vous avez une activité à côté annexe, vous n'allez pas prendre un local, payer un loyer. Enfin, c'est rare, j'ai jamais vu faire ça. Les gens qui ont des locaux, qui ont minimum des bureaux, des parcs de stockage et tout, ils font que ça. Ça, Ils font pas de 100% dedans. complément. Voilà. Donc moi, je pense que dès que vous pouvez vous y investir corps et âme, ben, vous pouvez passer en pro. Donc la question suivante à introduire, c'est comment Ou quel auto-entreprise, statut, quel ouais. statut? Sincèrement, c'est une question que j'ai pas mal réfléchi. Auto-entrepreneur pour notre activité en soi, c'est pas du tout adapté. Mais quand je dis pas du tout, c'est pas du tout. Auto-entrepreneur, c'est quoi? Il faut un chiffre d'affaires, c'est ça? Voilà, déjà, tu es limité au niveau du chiffre d'affaires, je crois que c'est 180 000 par an. Ça, on va dire que c'est pas le plus grave. Mais en fait, là où tu es imposé, c'est que du coup, tu ne factures pas la TVA, donc tu n'as pas de TVA sur marge, mais tu es imposé sur ton chiffre d'affaires. Et en fait, si vous voulez, l'automobile, c'est traite parce que vous pouvez avoir des très gros chiffres d'affaires et des très faibles marges. Exemple, vous vendez une voiture à 10 000 euros, vous gagnez 1 000 euros sur la voiture, vous avez gagné 10%. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'une société de service, quand vous facturez une coupe 20 euros, donc 100% de son tarif, c'est 20 euros la coupe, vous avez gagné peut-être, dès que vous avez déduit vos charges, 18 euros dans votre poche. Voilà, un peu de frais d'électricité, un peu 2-3 ustensiles que vous amortissez, un ciseau que vous allez amortir sur 200 coupes qui va vous revenir à 1 centime l'usage de la coupe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, pour les sociétés de service, tout ça c'est très bien. Même taxi, c'est bien. Voilà, vous faites une course, pas moi, à 20 euros de 2 km. Ça vous a coûté 50 centimes de gasoil, un peu de temps. Voilà, en soi, la marge, elle est là, quoi. Allez, vous déduisez un peu le crédit de la voiture, tout ça, mais ça, vous le déduisez pour X nombre de courses. Au final, ça vous revient à rien. Vous allez peut-être aller 2-3 euros de charge fixe par course, donc vous gagnez quand même 17 euros. Mais dans notre cas à nous, c'est trop compliqué parce qu'en fait, vu que vous êtes imposé sur le chiffre d'affaires, des fois même vous pourrez être en perte presque. Et ouais, il y a du chiffre d'affaires. Donc, la marge, vous vendez une voiture 10 position 000 euros pour faire un calcul simple. Vous achetez une voiture 10 000 euros, vous la vendez 11 500 euros. Vous avez fait 500 euros de frais. Donc en soi, votre marge, elle est que de 1 000 euros. Et ben, sur ces 1 000 euros-là, vous allez devoir payer suivant si vous avez l'acre ou pas. Après, si vous avez l'acre au début, ça peut être intéressant. Mais sinon, vous allez être dans les tranches de, si je ne me trompe pas, 12-13%. Donc, de la marge ou du chiffre d'affaires? Non, du chiffre d'affaires. Donc 13%, donc sur 11 000 euros, tu vas payer 1200, 1300 euros. Ouais, c'est ça, ça va être énorme. Tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent, voilà. Donc, si vous faites des petites bagnoles à la rigueur, comme je le dis souvent, mais si vous faites sinon, du pas 100% du tout de rentable. marge ou 200% de marge. Après, ça, l'auto-entreprise, pareil, ça évolue tout le temps. Donc, peut-être que le jour où vous verrez cette vidéo, sera plus à jour. Parce que si vous avez l'acre, déjà, c'est pas la même chose qu'au début de l'acre, vous commencez avec des tranches moins et ça augmente au fur et à mesure des années, au bout de 2-3 ans, je crois. Et pareil, les pourcentages, bon, ça arrive à changer, mais de toute façon, c'est pas du tout adapté, puisqu'en plus, vous ne pouvez pas récupérer la TVA. Donc, vous mettez du carburant, vous ne récupérez pas la TVA, vous achetez des pièces, vous ne récupérez pas la TVA. C'est 100% pas rentable, en fait. Okay. Et vaut mieux avoir de la TVA sur marge, comme ça, c'est de la TVA réelle. Nous, imaginons, on achète une voiture, on a perdu de l'argent sur cette voiture, on ne va rien gagner, mais on ne va pas payer de TVA. Alors que là, même si vous n'avez rien gagné sur une voiture, imaginez, vous achetez 10 000 euros une voiture. Au final, vous la gardez pendant 1 an. Vous la revendez 10 000 euros. Donc, vous n'avez pas gagné 1 euro.
eh bien, vous allez quand même payer des impôts là-dessus. Parce que c'est sur le chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas du tout adapté. Voilà, ce dernier exemple, au moins, il était concret, simple, efficace et facile à comprendre. Donc, voilà, les amis. Donc, moi, je dis toujours soit SARL, soit SAS. Donc, moi, je choisis toujours… moi, je préfère SAS parce qu'en fait, SARL, il y avait trop de problèmes au niveau du RSI, de la cotisation. En fait, vous payez des cotisations en avance généralement. Donc, du coup, que vous déclarez ou pas, c'est-à-dire si vous prenez 0 € de salaire, vous allez quand même payer des cotisations. Et après, moi, le régime du RSI, le régime des indépendants, ça me faisait peur parce qu'il y avait eu à l'époque, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, il y a plus de 10 ans en arrière, il y avait des problèmes comme quoi, en fait, ils vous réclamaient des sommes d'argent. Des gens qui se suicidaient et tout pour ça, pour des erreurs de calcul. En fait, ils vont réclamer de l'argent que vous ne leur deviez pas. Et des 100 000, 150 000, 50 000 euros, quoi. Donc, c'est de l'argent forcément que vous n'avez pas forcément, quoi. Parce que c'est des grosses sommes. Et au final, c'était juste des erreurs de calcul ou c'était des cotisations qui n'avaient pas lieu d'être. Donc voilà, SASU, moi je préfère. SAS si vous avez des associés. SASU, donc SAS unipersonnel si vous êtes seul. C'est beaucoup plus simple. Pour des départs sociaux, c'est très simple, c'est pas très cher. C'est beaucoup plus simple que la SARL. Si vous ne versez pas de salaire, vous ne payez pas de… Imaginez pendant un an, ben, vous ne versez pas de salaire parce que vous avez déjà un chômage ou parce que vous n'avez pas l'utilité de vous verser un salaire parce que c'est le début de votre activité, vous voulez renflouer les caisses de votre entreprise pour la développer, vous n'avez pas de cotisation à payer. Donc ça, c'est très bien. Si un mois, vous ne gagnez pas d'argent, vous êtes tranquille, vous n'êtes pas obligé de vous dire à la fin du mois, je vais devoir payer telle et telle charge et tout. C'est plus complexe, quoi. Donc du coup, voilà, moi, c'est ce que je recommande. Après, les amis, je ne suis pas expert comptable. Je vous dis, moi, mon ressenti, c'est personnel. Après, c'est suivant chaque situation, vous adaptez. Il y a des gens, par exemple, qui me disent, moi, la SARL, je fais que des SARL parce que voilà, au moins, je suis obligé de cotiser. Ça me permet de cotiser à la retraite parce qu'en fait, il faut savoir qu'en SAS, quand vous ne cotisez pas, ben, vous ne cotisez pas pour votre retraite aussi. Et même si vous dites, OK, toute l'année, je ne me verse pas de salaire, mais à la fin de l'année, je me verse des dividendes. Imaginez, je me verse 30 000 € de dividendes, ça me fait genre une moyenne de 3 000 €, 2 500 € par mois. Eh bien, ça, c'est pas, vous ne cotisez pas à la retraite. Donc, si toute votre vie, vous versez des dividendes, à la fin, vous n'aurez pas de retraite, quoi. Donc, voilà. C'est différent à tout à chacun. Est-ce que Guigui, tu as des choses à rajouter là-dessus ou pas forcément? Non, après ça, moi, je calcule pas trop. Ouais. Je te laisse faire ça. C'est pas mon dos. Mais ce que j'ai dit, c'est… Oui, nous, on est tous en SAS pour ça. Et même, j'avais une SARL, parce qu'à l'époque, je suis toujours associé à une pizzeria qui était en SARL. Et je crois qu'on l'a changé depuis, on est passé en SAS. Pareil, donc moi, j'étais dans un SARL. Donc, c'est quelque chose que j'avais développé, que j'avais monté, que j'avais trouvé le local, on avait trouvé le concept, les menus, tout ça. Mais j'étais pas dans l'actif, en fait, j'étais pas en train de travailler là-bas. Et au bout de 2 ans, ils nous ont réclamé des cotisations en tant que gérant de SARL, quoi. Donc, du coup, on a dû payer des 2 ou 3 000 €, je crois. Enfin, toujours un minimum à payer. Donc, voilà. Et au final, je m'étais versé 0 salaire, je travaillais même pas dedans et tout. Donc, à faire très attention. Mais voilà, sinon, renseignez-vous auprès d'avocats en droit des affaires, experts comptables. Même, vous avez pas mal de vidéos sur Internet qui vous expliquent les avantages et les inconvénients. Et après, vous faites votre propre choix. Question suivante, Guigui? Donc là, tu parlais tout à l'heure de la TVA. Ouais. C'est vrai que c'est pas évident parce que dans l'automobile, c'est un peu différent. C'est de la TVA sur marge. Ouais. Développe. Ok. Donc, TVA sur marge. Je vends une voiture 10 000 €. Je vends une voiture 10 000 €. Non, je vends une voiture 11 000 € que j'ai acheté 10 000 €. On fait 1 000 € de marge. Donc, concrètement, je vais payer 200 € de TVA. Donc, parce qu'on a fait 1 000 € de marge, 20% de 1 000 €, ça fait 200 €. On paye 200 €. Donc, tu payes 20% de ta marge. Exactement. Mais, ce n'est pas vraiment 20%. Parce que pour vendre cette voiture, on aura engendré sûrement des frais. Donc, peut-être qu'on est allé voir un mécanicien qui nous a fait une révision pour, je dis une bêtise, 200 € pour faire un calcul simple. Sur 200 €, si lui, il n'est pas auto-entrepreneur, par exemple, si c'est un mécanicien en société, je sais pas, on est allé chez Midas, on a fait une révision à 200 €, on a de la TVA. Donc sur 200 €, 40 € TVA. Donc imaginez qu'on a juste fait ça, voilà, sur une voiture. Ben, en soi, vous allez payer exactement 160 € de TVA à la fin du mois. Parce que vous avez acheté pour 40 € de TVA. Donc c'est de la TVA qui va être déductible. Et nous, on a créé 200 € de TVA sur notre marge. Donc 200 moins 40, ça fait 160 €. Donc au final, la balance, elle se fait comme ça. Oui, il faut déduire les frais. Il faut déduire les frais, voilà. De tes frais. Exactement. Après, si vous avez fait un lavage, si vous avez fait un nettoyage, ça peut aller vite, hein, un contrôle technique. Il y a de la marge non, sur un contrôle technique? Ouais, je crois. Ouais. TVA, voilà, sur tout ce que vous achetez. Je sais pas moi,
qu'est-ce qu'il peut y avoir, des pneus, voilà, toutes ces choses-là. Après, il faut bien différencier marge brute, marge nette. Si vous dites, par exemple, là, on fait l'exemple, vous l'avez acheté 10 000 euros, vous l'avez vendu 11 000 euros, vous avez fait 200 euros de frais, vous avez du coup 800 euros de bénéfice. Là, voilà, ça sera 20% des 800 euros. Voilà, c'est ça. Il faut bien différencier marge brute. Enfin, en soi, non, parce que sur le livre de police, on ne va pas rentrer dans les détails. En soi, ça va être 1 000 euros de marge, mais ces 1 000 euros, ils vont être amputés par les charges qu'on aura frais dessus et la TVA qu'on aura déjà collectée en amont. C'est pour votre calcul, quoi. Mais voilà. En soi, ça revient à 160 euros, quoi. C'est pareil. C'est ça, donc c'est pour ça qu'il faut bien, quand vous êtes en société, avoir une pochette, le mieux, ou sinon, si vous avez travaillé avec un expert comptable qui a un logiciel où à chaque fois que vous avez une facture, je ne sais pas, moi, par exemple, je vais changer des pneus, bam, il me sort la facture, je la prends en photo, je l'envoie directement à mon comptable, ou vous avez un classeur, vous mettez tout dans votre classeur à la fin du mois, vous lui ramenez, parce que toutes ces factures-là sont très importantes déjà pour justifier vos dépenses, et en plus de ça, chaque facture rapporte de l'argent en soi, parce que si tu ne donnes pas la facture, tu ne récupères pas la TVA. Donc voilà, chaque facture que vous récupérez, chaque dépense que vous faites, vous allez récupérer une petite partie. Vous mettez de l'essence. Par exemple, des fois, on a eu plein de soucis, nous, les gens, ils ne récupèrent pas le ticket d'essence et tout. Donc, petite astuce qu'on va dire en live, parce qu'il y en a plein de gens qui ne le savent pas. Imaginez, vous mettez de l'essence, au final, elle ne vous a pas sorti le ticket parce qu'il n'y avait plus de papier à ce moment-là. Donc déjà, ça, c'est très important. Il faut le récupérer pour justifier en termes de comptabilité. Et en fait, ce que vous pouvez faire, c'est qu'en fait, généralement, il y a plusieurs bornes essence. Et vous allez dans une autre borne. Par exemple, vous mettez de l'essence à Intermarché. Voilà, vous êtes à la station 1. Ben vous, il n'y a plus de ticket à ce moment-là. Vous l'avez découvert à la fin. Vous allez à la 2, à la 3, à la 4, n'importe laquelle. Vous allez sur l'écran, vous cliquez en bas sur ticket, vous insérez votre carte et là, il va vous proposer plusieurs tickets, je crois, sur les derniers mois. Les 5 derniers. Les 5 derniers mois, un truc comme ça, ou 5 derniers tickets. Et vous allez pouvoir même imprimer un ticket que vous aviez oublié un mois auparavant. Parce qu'il y aura le montant, il y aura la date et tout. Donc voilà, moi, c'est ce que je dis à mes employés. Pensez à récupérer les tickets de cette façon-là. Parce que des fois, c'est vrai que ça arrive qu'on nous… Même, imaginons, j'ai oublié. Imaginons, le ticket, ça me l'a sorti. Je suis parti, j'ai reçu un appel, j'ai oublié. Je peux le récupérer le lendemain, le surlendemain, plusieurs semaines après. Même station, au même endroit, bien sûr. Et vous y retournez. Et voilà, vous récupérez votre ticket. Et dans cette TVA, donc imaginez, vous avez mis, je sais pas moi, 50 euros d'essence, vous allez récupérer 10 euros. C'est pas négligeable, sachant que quand on voit le prix de l'essence aujourd'hui… En fait, c'est mis bout à bout. 10 Exactement. Euros, mis bout à bout, si à la fin du mois vous devez payer 3 000 euros de TVA, mis bout à bout, vous allez payer que 1 500 peut-être. Il faut bien… Donc ça, c'est très très important. En plus, toi, tu es expert dans ça parce que toi, tu t'en occupes pas mal pour nous. Ouais, la comptabilité, là d'ailleurs, on a le compte d'attente. Et en fait, nous, par exemple, avant, on avait un expert comptable où il n'avait pas ce système de logiciel. Ouais. Donc là, on faisait le bilan avec… Le système d'envoi, là. Ouais. Okay. On faisait le bilan avec le comptable et on voit qu'à partir de septembre, quand on a mis en place ce truc, il y a beaucoup moins de tickets manquants, pas pris en compte. Là, il m'a dit, à partir de septembre, on voit, il y a une baisse de 70% des tickets. Grâce à ce logiciel, là. Grâce à ce logiciel. Parce que même des fois, on les prend, on les envoie, c'était remis en malin. Ouais, c'est ça. Des fois, imaginez, vous allez les stocker, vous les oubliez dans une voiture. Toi, des fois, tu l'as déjà fait. Même moi, ça m'est déjà arrivé. Oublier un ticket d'essence que vous perdez dans une voiture qui tombe entre deux sièges, que vous ne l'avez jamais retrouvé. Il n'y a plus d'encre. Voilà. Même vous la mettez dans la pochette, vous ouvrez la pochette. Je sais pas, moi, il y a un ticket qui s'envole. Ou des fois, vous allez retourner, vous allez avoir un client sur le parc, vous allez être pressé, vous allez poser le ticket sur votre bureau. Après, il va s'envoler, quelqu'un va le prendre, voilà, vous allez le perdre. Là, c'est vrai que si vous prenez votre comptable, dites-lui, il y a des logiciels qui existent où vous pouvez envoyer des choses directement. Comme ça, quand vous faites direct, c'est le top, quoi. Bon, nous, on fait encore l'ancienne méthode, c'est-à-dire qu'on les récolte tous et quand même après, à la fin du mois, on les envoie en photo, c'est ce qu'on fait généralement. Mais moi, par exemple, j'ai mon avocat. Un jour, je sais pas, moi, je suis allé manger avec lui à midi. Il a payé. Il s'est pris à manger. Bam, la dame dans le snack, là, je sais plus, c'était un truc de sushi, elle lui a donné le ticket de caisse. Bam, il a pris en photo. Il a jeté le ticket et au moins, il a fait instantanément. Il savait que c'était fait. Il n'a pas de problème à ce niveau-là. Il l'envoie dans la boîte mail. Et après, en fait, l'avantage de ça aussi pour les comptables, c'est que eux, en fait, il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories. C'est-à-dire catégorie fournisseurs, sous-traitance, achat, voilà. Restauration, toutes vos dépenses, voilà, c'est classé dans des catégories parce que si vous voulez, dans votre compte de résultat, dans votre bilan, ça ne va pas dans les mêmes catégories, dans les mêmes cases, en fait, dans les mêmes lignes. Et du coup, ce truc-là, il arrive à dispatcher automatiquement. Donc, du coup, en fait, ça vous fait gagner du temps à vous, à votre comptable, tous les mois et même pour le bilan et tout. Et si vous gagnez du temps à votre comptable, vous gagnez de l'argent vous. Parce que le comptable ne va pas vous facturer pareil. Voilà, exactement. Après, ça, il faut faire attention parce qu'il y a des petits malins, mais exactement. Si le comptable il fait vraiment à l'heure, vous allez gagner du temps. Parce que si, imaginons,
il vous inclut le bilan dans le forfait, mais qu'au final, il a galéré parce que vous avez galéré à lui envoyer des tickets, vous avez galéré à lui répondre à ses questions qu'il avait et tout, qu'il a passé, je sais pas moi, une semaine sur votre bilan alors qu'il aurait dû passer 48 heures, mais ça, ils peuvent vous le surfacturer. Voilà. Donc, Puis aussi c'est la loi, je crois. Maintenant, ça va être obligatoire par la loi de tout dématérialiser. Exactement. Voilà, pour l'écologie, la loi, tout ça, bientôt, ça, on va être obligé. Donc, c'est pour ça que tout le monde s'y met aussi. C'est parce que bientôt, tout ce qui est papier, tout ça, il y en aura de moins en moins. Même imaginez, par exemple, je vous dis une bêtise, je vais chez Action. J'achète, je sais pas moi, un produit pour les jantes, pour laver mes jantes. La dame, elle te demande déjà si tu veux le ticket ou pas, tu vois. Donc, toi, tu dis que tu veux le ticket parce que tu es une société, tu en as Tu besoin veux et même tout. la facture. Ouais, voilà, la facture. Mais des fois, bon, ils donnent juste un ticket de caisse, ça suffit sur des petits trucs et tout. Ouais, ça dépend. Il t'a dit quoi, ça, le comptable sur ça? Parce que plein de fois, nous, sur Aldi, on n'a pas de facture, on a un ticket de après. caisse Ouais. quand on achète des trucs. Quand vous pouvez demander facture, il y a Ouais, pas de voilà. ticket. Mais il faut bien qu'il y ait la ça TVA dépend les qui montants. apparaisse, quoi. Ouais, voilà, TVA qui apparaissent. Et aussi, les gars, je sais pas moi, n'achetez pas un costume de danse pour votre fille avec la carte de la société, parce que ça passera pas. Si vous vendez de l'automobile, il faut que ce soit cohérent. Vous allez à Action, vous achetez, je sais pas moi, des microfibres, des produits pour laver une voiture, ok, ça passe. Vous achetez un balai, ok, vous dites je veux nettoyer mon local. Enfin, des trucs qui sont en corrélation avec votre truc. N'achetez pas la PlayStation 4 ou 5. Par exemple, là, chez le comptable, hier, j'étais chez lui. Il était sur un dossier avant. Ouais. Tu sais, je jette un coup d'œil sur l'écran et je vois un ticket de caisse Guess. Je sais pas c'était quel client ou quoi, tu vois. Ouais. Je sais pas ce qu'il faisait, mais lui, il a que du tertiaire, du service. Je me suis dit, ouais, le mec, il lui sort un ticket Guess. Il disait ça, lui? Non, j'ai pas vu, tu vois, moi j'ai juste jeté Non, mais le coup d'œil. ah, ok, il t'a pas parlé de ça. Il t'a pas parlé. Ok, après ça dépend. Mais imaginons, je sais pas moi, imaginons vous avez une boîte. J'ai un collègue, enfin une autre société, elle me disait, ouais, le patron, bah là, il s'est acheté une cave à vin, il a acheté un sac pour sa femme. Non, ouais, ça, des là, trucs ça à les 2 gars, 3 ça, 000 balles, contrôle fiscal, ça c'est et il les passe catastrophique. en Moi, je vous ai société. dit, j'ai déjà eu un contrôle style en 2018 ou 2019 par rapport à un contrôle sur ma société. Donc, c'est une dame des impôts qui vient. Donc, moi, je l'ai fait chez mon ancien comptable à l'époque. La première chose qu'elle m'a demandé, c'est moi, je veux voir les postes de dépenses de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en gros, elle voulait voir si je faisais des abus de biens sociaux. Qu'est-ce que c'est des abus de biens sociaux? C'est utiliser la carte de votre entreprise pour acheter des télés, acheter des PlayStation, partir en voyage à Dubaï, payer des vacances, payer un camping, des trucs qui n'ont rien à voir. Avec votre activité. Payer des restaurants à outrance, payer des boîtes de nuit, tout ça, voilà, qui n'ont rien à voir avec votre activité. Parce qu'il y a des petits malins qui s'amusent à faire ça. Donc eux, ils se disent, ben ok, si je paye 100 € en boîte de nuit avec ma carte d'identité, c'est bien, c'est 100 € bénéfice. Parce que s'ils devaient se la prendre en rémunération et après payer la boîte de nuit, donc en salaire. Parce il y a les cotisations. Voilà, il y a les cotisations et tout. Donc sur les 100 € à la fin, il reste beaucoup moins, quoi, suivant ce que. Et si vous attrape, c'est doublé, plus 80%, je crois. Bon, après, ça dépend de la dame des impôts. Mais voilà, moi, tout ce que je sais, c'est que j'évite les dépenses. Même tout ce qui est restaurant et tout, j'en fais très peu. Parce que normalement, en soi, ça, si vous en faites tous les midis, je pense que légalement, c'est pas très bon. Mais il y avait un restaurateur. Parce que tu dis, en gros, tu peux. Voilà, il y a un restaurateur qui s'est fait alpaguer parce qu'il mangeait dans son propre restaurant tous les midis, les amis. Et que sur ça, ils avaient estimé qu'il devait payer des cotisations. Alors que c'était un cuisinier, enfin voilà, c'est un truc de fou. C'était son resto. Non, mais là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah ouais, là c'est catastrophique. Donc voilà, de temps en temps, vous pouvez inviter style un partenaire, un professionnel au restaurant, je sais pas moi, des gens avec qui vous travaillez, mais commencez pas à vous taper des restos tous les jours, à vous mettre des frais à outrance, style vous êtes allé dans des restos étoilés et tout, quoi. Parce que ça, vraiment, s'ils veulent vous faire chier, c'est sur ça qu'ils regardent. Et moi, du coup, elle avait pas été déçue, mais moi, j'étais content et elle, je pense qu'elle était un peu deg, mais bon, tant mieux pour tout le monde, c'est que. Ben voilà, moi, elle n'avait pas trouvé grand-chose, quoi. Je crois qu'elle avait trouvé une fois un ticket Ouigo, j'avais dû monter à Paris pour le taf et tout, mais bon, voilà, quoi, bidon, enfin, quasi rien, tu vois. Donc, c'est les premières choses qu'ils regardent. Faites très attention à ça. 2 règles, quand vous dépensez avec votre société, toujours une facture, une trace, une info, et faites attention à ce que vous achetez. En corrélation. Dites-vous, voilà. C'est lié à mon activité, oui, non. Et je rajouterai quelque chose aussi. Imaginons, par exemple, moi, des fois, je prends le péage la nuit. Je vais, je sais pas, moi, je vais faire un tennis ou un paddle à Montpellier. Le soir, je rentre, je prends un péage. J'utilise jamais la carte de ma société après 18h ou 19h pour payer le péage, les amis. Parce qu'ils vont se dire, mais qu'est-ce que. Si vraiment, en cas de contrôle, ils veulent pousser loin, ils vont se dire, mais à minuit, un péage, vous n'allez pas. Toi, tous les. Tu rentres pas, tu vas pas. Voilà, tu vas pas chercher de voiture. Après, une fois de temps en temps, peut-être tu peux le justifier. Ouais, j'avais une voiture qui était en panne, j'ai eu une galère sur la route, ça a mis du temps, on est rentré tard le soir. À la rigueur.
Mais ne le faites pas 10 fois dans l'année, quoi, ça passera pas. Ils savent Pareil, très bien que tous les contrôles techniques, c'est fini. À 21h, j'invite mes employés à 21h. Ça, tu peux le faire peut-être Une fois, ouais, voilà, tous les 36 du mois. Le Noël, ouais, voilà, Noël, Nouvel An. Mais voilà, les gars, occasionnel, calmez avec ça. Moi, c'est un conseil que je vous donne. En fait, si le diable se cache dans les détails, c'est plein de petits. Si en cas de contrôle, en cas de problème, vous avez plein de petits trucs qui ne sont pas en corrélation, vous allez vous faire. Elle va se dire, eux, c'est des lascars. Ouais. Mais si le 80% de vos trucs qui sont bien et allez, il y a 10-20%, ben voilà, moi je le dis par exemple à l'hygiène, on a déjà eu des contrôles à l'époque quand j'avais des crêperies et tout sur l'hygiène. Si vous faites bien le relevé des frigos, que ça a l'air propre, que la zone de stockage est propre, que les produits ne sont pas stockés à même le sol, qu'ils voient que les carreaux sont propres, que les vitres sont faits, c'est pas insalubre, c'est pas sale, ils vont vous faire des petits rappels parce que c'est quasiment impossible d'être à 100% dans tout. Mais ils vont vous laisser tranquille, ils vont faire des petits rappels, ils ne vont pas vous mettre des amendes et tout. Par contre, s'ils voient trop de choses cumulées, style les aliments, même le sol qui est sale, les relevés des frigos, c'est pas fait, il manque des factures, je sais pas moi, les personnes portent des charlottes ou des gants et tout, là par contre, vous allez prendre tarif. Ils sont pas bêtes en fait, ces êtres humains, ils le voient très bien, ils voient les entreprises qui sont bien tenues, ils voient les gens vraiment qui en ont rien à foutre, quoi. Exactement. Donc voilà. Dernière question. Dernière question, parce que là, ça fait combien de temps? Ça fait déjà un petit moment. 24 minutes. Ouais, allez, dernière. Les voitures, comment ça se passe la garantie quand tu es professionnel? Vous voulez savoir la vérité, les amis? Grand sujet. Moi, aujourd'hui, je suis chez Mobiliance. Donc, Mobiliance, c'était anciennement le CNPA, si vous voulez. Ça ne se dit pas syndicat, parce que sur les professionnels, ça ne s'appelle pas syndicat, mais c'est comme un syndicat pour les professionnels. Donc, les gens qui travaillent dans ça, c'est des gens spécialisés dans l'automobile depuis X années, style, je Tous crois, les métiers, il y a depuis 50 ans. l'automobile, Voilà. Donc, achat-revente, mais ils sont spécialisés dans l'achat-revente. Et après, ils ont aussi rajouté entre-temps les carrossiers, les mécanos, tout ça. Donc, les gens qui travaillent là-bas, ils sont très, très calés au niveau de la loi. Je ne sais pas si je devrais dire ça sur YouTube, mais on va le dire sur YouTube quand même. Il y a deux choses. Il y a la garantie. C'est la loi après, c'est la loi. Garantie de conformité. Et de vice caché. Donc ça, c'est 1 an de base, 12 mois. Ça peut être étendu à 2 ans. Après, moi, les gars, je ne connais pas tout à 100%. Je vous dis à peu près ce que j'ai là de tête. Donc, ça peut remonter jusqu'à 2 ans. Par contre, la première année, c'est vous qui devez prouver que le vice caché n'y était pas. Et la deuxième année, c'est le client qui doit le prouver. Ou l'inverse, je crois. Là, tu parles de quoi? De la conformité ou Ouais. de la vice cachée? Mais c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose, mais voilà. Vice caché, conformité. Non, conformité, c'est pas genre tu vends une voiture avec clim, il faut que la clim elle marche. Il faut qu'elle soit conforme à l'annonce. Après, c'est. Et vice caché, c'est. Ouais, en gros, vice il doit prouver. Mais en gros, sachez que voilà, c'est des trucs un peu. Mais parce que conformité, en gros, c'est un peu tatillon parce que conformité, en gros, ça veut dire que en gros, tu lui aurais vendu une voiture qui est impropre à la consommation, entre guillemets, c'est-à-dire qui met en danger l'utilisateur, qui ne peut pas rouler. Donc, en gros, tu vois, il y a plein de choses, tu vois, entre guillemets, donc, qui sont pris en compte. Donc, il ne faut pas se dire, oui, j'ai 1 an de garantie, tout est pris en garantie. Non, c'est qu'il faut vraiment que la voiture, elle soit style, qu'elle porte danger à son utilisateur, quoi. Donc, il y a ça, mais en fait, moi, ce que je voulais parler, c'est la garantie des 3 mois en soi. Ça, la garantie des 3 mois, la dame de Mobiliance m'a dit qu'en gros, ça n'existait pas en fait. En fait, c'est une garantie commerciale en fait qu'on appelle. Donc, c'est une garantie que vous ajoutez en plus de la garantie des 12 mois qu'on vous parlait juste avant. Donc, ça, imaginez, moi par exemple, un jour, j'ai acheté une Renault Zoé chez Renault. Ils m'ont fait une garantie commerciale de 12 mois. C'est eux, dans leur. Ben voilà, vous achetez une voiture dans le groupe Renault d'occasion, vous avez une garantie de 12 mois. Des fois, par exemple, chez Sudveo ou des concessionnaires multimarques ou autres, vous avez des garanties de 6 mois, tu vois. C'est la garantie commerciale, c'est-à-dire que ça, c'est le commerçant qui vous met les garanties. Donc ça, il peut ne pas les mettre non plus, tu vois. Ce n'est pas des garanties obligatoires, c'est des garanties commerciales. Et nous, par exemple, ben, on met tous 3 mois les petits marchands parce que voilà, en gros, on est tous restés sur ça. Mais en soi, à l'époque, ça, c'était une loi qui aurait dû passer en 1997 ou 18, qui n'est jamais passée. Et en fait, les gens ils sont restés sur ça, tu vois. Mais en gros, la garantie des 3 mois, ça veut tout et rien dire, quoi. C'est plus une garantie commerciale. 6 mois, c'est pareil. En soi, c'est plus une garantie commerciale. Après, voilà. Là où c'est tatillon, c'est plus sur les choses. Qu'est-ce qui est pris en charge, qu'est-ce qui n'est pas pris en charge. Et généralement, ben, c'est les experts. Hein. C'est les experts qui décident voilà, si la voiture elle était impropre à la consommation, si elle est hors d'état d'usage, si elle peut rouler, pas rouler. Donc voilà. Moi, ce que je conseille, garantie 3 mois de base comme tout le monde, c'est ce que tout le monde fait sur le bon coin. Ok.
Moteur, boîte pont, les classiques, on va dire. Donc pas les pièces d'usure, donc pas tout ce qui est pneus, plaquettes de frein, disques de frein, je sais pas moi, autoradio, compresseur de clim, alternateur, tout ça, voilà. Après, pour tous les gens qui n'ont pas d'atelier mécanique, moi ce que je conseille, c'est de mettre des extensions de garantie. Il y en a plein qui font ça, ouais, des vendeurs. Voilà, moi j'ai plein de collègues à moi qui font ça, qui font ça qui ont des parcs auto, mais qui n'ont pas d'atelier, qui n'ont pas de mécanique, qui n'ont pas de pont, tout ça, parce que des fois ils veulent pas ou des fois ils peuvent pas le faire dans l'endroit où ils sont. Et du coup, ben, vous mettez une extension de garantie systématiquement. Voilà, systématiquement vous essayez de la vendre et si ça passe pas, au pire vous la mettez à vous-même. Enfin, vous la mettez vous-même, vous la déduisez de votre prix, quoi. Moi, ce que je dis aux gens, essayez de la vendre. Par exemple, imaginons la garantie coûte 150 € par an sur 12 mois. Vous essayez de la vendre 200 €, ça vous fait un petit bénéfice de 50. Si vous n'arrivez pas à la vendre, vous dites un geste commercial. Si vous faites un geste commercial de 50 €, est-ce que vous serez prêt à l'acheter? Des fois, ben, les gens ils vont la prendre, tu vois. Vous dites, bon, ben, ok, il nous fait 25% de remise, 150 €, c'est honnête pour 12 mois, on la prend. Si vraiment le mec il veut pas, et que vous voulez dormir l'esprit tranquille, ben, sur le coup, vous lui dites pas, mais vous lui mettez quand même. Et vous lui faites donc du coup sur le site internet, donc vous payez de votre poche, hein, parce que c'est prélevé tous les mois. Mais vous le déduisez, vous l'amputez de votre bénéfice. Et comme ça, vous dormez tranquille sur vos deux oreilles. Et le mec, s'il a moins de problèmes, vous lui envoyez son contrat et vous lui dites, écoutez, moi, je n'ai pas les capacités de vous le prendre en charge. Donc, allez dans un garage agréé, c'est des garanties nationales. Ouais, ça marche dans tous les garages. Garantie nationale. Et même, tu m'as dit des fois Europe, non? Ouais, Europe même. Europe, t'es sûr? Ouais, ça dépend des… Ah oui, ça dépend après de chez qui vous êtes. Donc, après, vous avez Opteven, Grâce Savoie, Label Garantie. Il y en a plein, il y en a 3-4. Non, c'est, je sais plus, AMI, bref, il y en a plein. Il y en a plein, là je vous ai dit les plus connus. Mais il y en a d'autres. Autre point aussi, la garantie. Ne vous faites pas avoir, les clients ils vont souvent faire ça. Ils veulent aller chez Citroën, chez Renault, chez le concessionnaire. Ouais. Non, ils ont acheté chez vous, ils viennent chez vous. Non, mais s'ils n'ont pas d'atelier. Ouais, mais je veux dire, s'ils n'ont pas d'atelier, et s'ils n'ont pas mis l'extension de garantie, ils n'ont pas d'atelier. Ah oui, s'il n'y a pas l'extension de garantie, ouais, oui. Si dans la garantie 3 mois et tout, oui, c'est exactement. Par exemple, un jour, cas concret, Julien Courbet, il répare les litiges là chez les gens là, sur la télé. Une dame, elle avait acheté une voiture chez un petit marchand comme ça, ouais. Une Renault, et elle voulait absolument se la faire réparer chez Renault. Et alors que le gars, il disait, ok, au téléphone, je vous la répare, je la prends en charge, pas de souci, je m'en occupe. Elle voulait pas. Julien Courbet, il a dit, madame, si vous vouliez faire réparer votre voiture chez Renault, il fallait acheter votre voiture chez Renault. Tu vois, tu peux pas, c'est impossible. Tu vois, je vais pas, moi, acheter une Porsche d'occasion et dire, vas-y, je vais la réparer chez Porsche. Alors qu'en temps normal, je ne serais jamais allé chez Porsche faire mon entretien, tu vois. Exactement. Donc voilà, ne vous faites pas marcher dessus par les clients. Moi, demain, j'achète une télé à Boulanger, elle tombe en panne, je la ramène à Boulanger. Je ne la ramène pas à Darty, je ne la ramène pas à Carrefour, Conforama ou autre, quoi. Donc voilà. Ça, ne soyez intransigeants là-dessus. C'est un truc qui revient souvent. C'est un truc qui revient souvent. Problème, des fois, imaginons la personne habite à plus de 300-400 km de chez vous. Elle est tombée en panne, c'est des petits trucs et tout. Voilà, des fois, c'est compliqué. Compliqué, vous pouvez lui dire, ok, ben nous, ça nous est arrivé rarement, mais style, imaginons, je sais pas moi, une pièce qui serait défectueuse, qu'on aurait changé. Imaginons, on a changé la courroie d'accessoires. Entre-temps, elle a pété, elle était défectueuse ou quoi, ça peut arriver des fois. On lui dit de faire un devis dans un garage vers chez elle. On sait que c'est un truc à 30, 40, 50 balles. On le paye, on fait un virement au gars et une voilà. courroie d'accessoires, ça va. Allez, on a eu un problème sur les boîtes auto un jour. Boîte auto, voilà, nous on n'est pas expert en boîte auto. L'Alfa Romeo, la boîte auto, elle avait pété, la Giulietta. Le gars, il nous a fait un devis et on l'a fait faire à Marseille, quoi, à côté de chez lui. Ouais, mais là, on avait mis l'extension de garantie. Heureusement d'ailleurs. Voilà, on avait mis l'extension de garantie. Et encore, malgré ça, attention, vers les extensions de garantie. Il y a des plafonds. Il y a des plafonds, il y a des petites lignes à bien trucs. Et nous, on avait dû payer, je crois, 1000 ou 1500 € de notre poche. 1300 €. 1300 € parce qu'ils prenaient en charge que 3000 €. Ouais. Et la facture, c'était 4300 €, c'était, hein. Donc, du coup, voilà, ça, c'était plein de petites choses à faire attention. Et pareil, c'est pas parce que vous avez mis l'extension de garantie à vos clients que le gars, au moindre truc, style une semaine après, il va aller directement au garage à côté de chez lui faire réparer des choses, hein. Parce que les extensions de garantie, c'est des assurances, ne sont pas bêtes. Déjà, quand ça arrive avant les 3 mois de la garantie légale, les 3 mois de la garantie commerciale du pro, déjà, ils n'aiment pas trop, non? Ils n'aiment pas trop, mais… Parce que toi, tu gères beaucoup ça, donc c'est pour ça que Guillaume, il est plus calé que moi. Déjà, avant toute chose, ils vont demander est-ce que le client a bien fait sa carte grise? Envoyez-moi la carte grise. Ah ouais, donc le ça, il faut contrôle qu'il ait fait la carte technique grise. et la facture
comme quoi vous avez préparé le véhicule. Ouais, la facture d'achat avec ce qui a été fait dessus. Exactement. Et des fois, ils demandent même la facture des pièces. Si la préparation du véhicule avant de remettre les clés au client. Ils vous demandent ces 3 choses-là. Il y a une des 3 choses qui manque, il n'y a pas de prise en charge. Ouais, voilà. Et des fois, quand c'est fait trop tôt, ils peuvent bégayer aussi. Ils peuvent bégayer. Et surtout, attention. Et que les entretiens, ils étaient respectés aussi. Oui, mais non, les entretiens, pas trop. Par exemple, si tu casses un moteur, ils vont pas vérifier quand a été fait la distribution et tout? Ils vont pas te demander la facture de la distribution? Non, ils vont demander la facture. Moi, j'ai jamais eu le cas pour l'instant. Ouais, on n'a pas eu le cas. Ils demandent la facture de la préparation du véhicule. Et comme nous, on fait tout le temps les distries, les révisions, ils sont pas chiants. Mais ce que je veux dire. Et aussi, attention, quand vous donnez votre contrat, généralement, il y a le contrat qui résume. Et derrière, il y a les petites mentions. Alors, il y a ça qui est pris en charge, pas ça, pas ça. Voilà, c'est ça. Nous, on a des espèces de tableaux parce que vous avez genre style. Ils ont des noms, mais je vous dis une connerie. Assurance 1, 2, 3, 4. Eux, ils appellent style premium, VIP, extra, VIP et tout, bon, ce que vous voulez. Et en fait, vous avez des petites lignes. Et en gros, par exemple, entre la catégorie 1 et la 2, peut-être la 2, vous allez avoir plus de choses parce qu'il y aura peut-être l'alternateur en plus, le démarreur, le compresseur de clim, tout ça. Donc voilà, suivant les voitures, attention, tout n'est pas pris en charge. Donc, nous, si on peut la conseiller, mettez-la quand vous avez une voiture qui… Vous avez peur des doutes, fois, vous avez des doutes. Sur un moteur. Imaginez que vous avez eu un THP, vous avez un peu des doutes là-dessus, ou un litre de Purtank, vous n'avez pas eu le choix, vous avez acheté ça, vous avez fait une trop bonne affaire dessus, vous n'avez pas résisté d'acheter les voitures, parce que des fois ça peut arriver, tu vois. Mais nous, par exemple, la Giulietta, on l'a vendue quoi, 10 000, 11 000 euros. Sur les gros prix, c'était une boîte auto, on l'a mis, heureusement qu'on l'avait mis. On l'a offerte, on l'avait mis, on l'a offerte. Parce que voilà, par exemple, nous, sur tout ce qui est boîte auto et tout, franchement, on les met de base. Même si le client ne veut pas l'acheter et tout, on a trop peur parce que c'est souvent des gros frais et c'est souvent ça qui tombe en panne. Dans la négociation, il veut la carte grise ou Nous, on va forcer pour l'extension de garantie. Exactement. Donc, quitte à offrir quelque chose, plutôt que de baisser le prix de vente de votre véhicule, plutôt que d'offrir la carte grise, négocier une extension de garantie. S'il y a quelque chose à offrir, il faut que ce soit quelque chose qui soit utile aussi pour vous. En tant que professionnel, la carte grise ne sera pas utile pour vous, vous n'en avez rien à faire. Le prix, si vous baissez le prix, vous allez en tirer aucun avantage. Par contre, si vous offrez une extension de garantie et ce qui permet de déclencher la vente, là, vous aurez votre avantage, c'est que vous allez être couvert en cas de problème. Enfin, ça va vous faire moins de nœuds au cerveau. Donc moi, toujours, je suis OK pour faire des remises aux clients, mais j'essaie toujours d'offrir quelque chose qui m'arrange moi. Et aussi, offrir quelque chose d'une valeur, par exemple, de 200 euros, alors que ça ne me coûte que 150 euros, c'est toujours plus intéressant que de baisser le prix. Par exemple, le client, il vous dit… je sais pas, moi, il veut négocier. Bon, ok, je vous offre la prochaine révision dans un an. D'une valeur de 100 euros pour lui, mais vous, ça vous coûte beaucoup moins. Ouais, ça vous coûte moitié moins. Voilà, c'est exemple concret. Je sais pas, moi, vous allez chez Ceilio acheter un jean. Ils vont préférer faire une remise en vous disant, on vous offre un accessoire style une ceinture à 20 euros qu'ils auront payé peut-être 5 euros en Chine. Et au final, au lieu de vous offrir 20 euros sur le jean, ils vont vous offrir réellement que 5 euros. Quoi. Donc du coup, faites des choses. De base, mais voilà. Ouais, voilà, c'est le commerce de base. Mais pour les gens qui n'ont pas fait de commerce ou d'école de commerce ou n'importe quoi, ou des fois des gens qui ne savent pas, tu vois, c'est vrai que des fois, tu ne poses pas la question de ça. Quand tu passes de boulanger à vendeur. Exactement. Donc voilà, offrez toujours quelque chose. Même nous, les extensions de garantie, ce n'est pas du mensonge, mais aux clients, on va leur dire, on vous offre l'extension de garantie, imaginez ça nous coûte 200 euros, mais en fait, elle nous coûte 150 euros. Quoi. Donc au final, vous offrez quelque chose d'une valeur de 150. La Giulietta, c'était les 200 euros, ils nous ont sauvé 3000 euros de… Ouais, c'est vrai. C'est vrai, donc voilà, moi, tout ce qui est voiture, moi je conseille personnellement, voiture à risque, donc moteur à risque, voiture dont vous n'avez pas forcément trop l'historique, où c'est un peu douteux, vous ne savez pas trop, et les voitures style boîte auto, et les gros prix aussi. Voilà, si demain vous vendez des gros prix, nous, on ne va pas mettre des extensions de garantie sur des voitures à 2-3 000 euros. Mais sur une voiture qui vaut 10 000 euros, on va commencer à réfléchir. Ouais, tu vois une voiture que tu sais que s'il y a une panne, ça va te coûter énormément cher à toi. Voilà, c'est ça, très cher. Ou sur des voitures un peu spécifiques, je sais pas moi, des Porsche Cayenne anciens, si vous avez ça, des boîtes auto, ou des voitures qui n'y a pas trop sur le marché, où les pièces sont difficilement trouvables, où les pièces valent cher. Je vous invite à le faire systématiquement. Donc voilà les amis, on ne va pas faire une vidéo trop longue, on va clôturer là-dessus. Petite chose à rajouter, Guigui, ou c'était Pas de souci, on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Donc là, pour l'instant, on respecte les délais. Une vidéo est sortie lundi, là, on est jeudi. Ça sort. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Ça donne de la force. Écrivez en commentaire si vous avez d'autres questions pour une prochaine FAQ sur des sujets spécifiques que vous voulez qu'on aborde. On le fera avec grand plaisir. Pour toute demande de coaching, envoyez-moi un message sur Instagram. Au lieu de 60 euros, je vous fais à 30 euros de l'heure. Ça fait plaisir, c'est cadeau, c'est du bénévolat. Vous me posez toutes vos questions pendant 1 heure.
et j'y réponds avec grand plaisir en FaceTime, en WhatsApp vidéo, audio, ce que vous voulez. On se fait ça, on se cale 1 heure. Et voilà, à plus l'équipe, ciao. Désolé les amis, petit cut de la vidéo, on a reçu un appel entre temps, donc là c'est bon, on s'est mis en mode avion, comme ça on est tranquille. Donc je disais, voilà, c'est pas fait pour, même les vidanges. Attends, je vais pas prendre du Perrier.